On va écouter maintenant Rosa Laura Buzzetta, qui est doctorante en co-tutelle à Palerme à l'Institut catholique de Toulouse et qui est en train de préparer une thèse sur la question de la subjectivité entre liberté et responsabilité. On est au cinéma. Et donc, elle va nous proposer une communication intitulée Passivité de l'être responsable. Et tout d'abord, je voudrais remercier beaucoup Flora pour l'invitation et pour tout. Et bien sûr, je m'excuse déjà maintenant pour ma prononciation évidemment italienne. Donc c'est pour ça que vous aurez mon test. On peut commencer. Voilà. Passivité de l'être responsable, liberté finie comme responsabilité infinie. La philosophie de Lévinas peut-être tombe sur nous comme un discours lancinant, que tout le monde est responsable de tous devant tous, chacun plus que tous les autres, que l'autre a tous les droits sur moi jusqu'à pouvoir contester mon droit d'être, que la subjectivité est passivité absolue plus passive que toute passivité, accueille et se positionne à l'autre. Les idées lévinasiennes résonnent comme des injonctions qui s'imposent à nos consciences, en provoquant peut-être un certain effet de désorientation, non seulement comme rupture des certitudes déjà consolidées, mais comme orientation autrement, ouverture à un modus vivendi autre qui dépasse les habitudes de la raison et inaugure un surcroît de rationalité capable d'une nouvelle langue, en mettant en échec les naïves certitudes de la liberté de la conscience et en ouvrant le passage à un nouveau mode de liberté. 40 ans après la publication d'Autrement qu'être au-delà de l'essence, l'éthique lévinasienne de la responsabilité, ou plus encore l'éthique comme responsabilité, est le cœur vivant de sa pensée, avec sa charge de radicalisme et de possibles problèmes non résolus. Toutefois, si Lévinas a fait de la responsabilité personnelle de l'homme, dans laquelle il se sent lui-même élu et irremplaçable, la pièce maîtresse de son œuvre, il serait erroné de considérer la question de la subjectivité comme constituée dans la responsabilité pour l'autre en tant que fondement de l'action morale, comme si avant d'agir moralement on voulait assurer l'être de l'homme par la capacité de la pensée d'en fournir une définition. Ce qui est le propre de la formulation lévinasienne du thème de la responsabilité est la nature non pas directement prescriptive de cette pensée, la radicalité de sa constitution, jusqu'à s'identifier avec un mouvement de passivité et avec une inversion de la séquence des termes liberté-responsabilité. À partir de certains passages d'Autrement qu'être, cette intervention a le but de prendre exactement en charge le thème de la passivité du sujet responsable, qui émerge en définitive en tant que la véritable subjectivité du sujet, celle qui le constitue et le définit dans son ipséité unique. Non pas son activité de sujet constituant qui se pose et pose les mots, mais sa passivité de sujet originairement frappé par une injonction éthique qui lui vient de l'autre et du haut, et qui l'identifie comme sujet responsable, encore avant qu'il peut y prendre position par un acte libre ou un acte de conscience. On suivra donc comment on peut reconstruire le thème de la passivité dans Autrement qu'être, en visant les rapports aporétiques entre liberté et responsabilité. Tout cela soulève une question fondamentale. En quels termes se joue l'écart entre, d'un côté, la liberté du sujet et le reste possible d'un espace autonome de la conscience, et de l'autre côté, le déroulement de la responsabilité comme nature essentielle du sujet lui-même, qui se configure en tant que gélissant non pas par un acte de conscience de l'ego, mais comme passivité absolue. En quel sens peut-on parler de liberté finie et quel horizon ouvre cette perspective de la passivité qui, loin de piétiner la dignité du fini, l'élève à d'autres possibilités? On tentera d'interpréter cette aporie à travers une lecture la plus possible fidèle des textes, en faisant attention à la façon lévinasienne de mettre en lumière la structure subjective en tant que passivité et en elle-même les problèmes liberté-responsabilité.
Une des critiques les plus importantes de Lévinas-Heidegger souligne que bien que celui-ci ait d'abord placé l'être-là comme temporalité et par conséquent comme passivité, il a ensuite identifié par sa capacité à dominer ses possibilités, toutes, jusqu'à cette possibilité de l'impossibilité, la mort, en l'anticipant avec une décision héroïque. Pour cette raison, bien qu'il lui reconnaisse le mérite d'avoir critiqué les sujets des matrices idéalistes conçues à partir de Kant à Hegel comme une synthèse de raison et de volonté, Lévinas lui objecte qu'il a finalement continué à concevoir l'être humain comme pouvoir, projet, comme lumière et vérité. Il n'a pas encore les concepts, écrivait Lévinas déjà dans Totalité infinie, pour décrire les rapports avec les mystères que la finitude du Dasein implique déjà. Le philosophe allemand, en ayant insisté sur la facticité et sur la finitude, et en pensant finalement le Dasein comme être pour la mort, a mis l'accent sur une notion indiscutable de passivité. Mais cette passivité, cette déficience humaine, est comprise encore comme le renversement de son effort d'être. Et cet effort d'être n'est encore identifié comme tâche et destin de l'homme. Ce qui revient dans son analyse, c'est encore l'idée d'engagement, de compréhension, de saisie, de saisissement, c'est cette renaissance du courage derrière la passivité. Et même la primauté de l'affectivité que le Dasein semble premièrement garantie n'échappe pas à cette logique. Mais demande Lévinas, c'est proprement cet être humain pensé à partir de l'ontologie en tant que liberté, volonté de puissance, ou en tant qu'assumant dans sa totalité, dans sa finitude, l'essence de l'être, ou à partir de l'angoisse, regard plongé dans l'abîme du néant, qu'on sentira dans chaque émotion et dans chaque inquiétude. C'est cet humain, la vraie nature de l'homme. Lévinas est notamment convaincu qu'il faudrait investir le sujet humain avec la force d'une interrogation capable de le secouer et de la mettre en cause d'une façon forte et radicale. Dans ce sens, Lévinas reconnaît même l'antihumanisme a fait un bon travail. Il a cependant choisi de ne pas mieux approfondir la compréhension de la passivité dans laquelle l'ego est originairement situé, l'idée que le but est l'autre et non pas l'ego, et le fait que l'ego est outage, responsabilité et substitution supportant le monde dans la persécution accusatrice indéclinable. Pour penser le sujet humain à un niveau plus profond, il faut vérifier si le sujet est seulement sujet de savoir et de pouvoir. Il faut être assuré s'il ne souffre pas comme sujet d'une autre manière. Déjà dans le temps et l'autre, en introduisant l'expérience de la souffrance et de la mort qui se profile en elle comme relation avec le mystère, Lévinas souligna comment on fait cette expérience à la manière de la passivité, non pas seulement comme fin de l'activité du sujet, mais comme l'impossibilité d'assumer son état de fait, l'impossibilité à assumer la relation avec l'altérité radicale. La passivité jusqu'ici se comprend en tant que cessation de puissance, arrêt de l'acte de compréhension et de saisie, fin de la virilité et de l'héroïsme du sujet, selon un retournement de l'activité du sujet en une passivité qui ne nous fait plus pouvoir, qui nous nie la possibilité d'avoir un projet. À partir de l'humanisme de l'autre homme, mais surtout dans Autrement qu'être, la passivité ne se configure plus seulement comme suspension du pouvoir, ni comme mise en question de sa souveraineté après l'interdiction provenant de l'autre, mais encore plus radicalement comme passivité préoriginaire de l'élu subissant les lésions. La passivité est configurée comme responsabilité pour l'autre qui va au-delà de moi-même et de mes actes volontaires, antérieure à toute possibilité même d'activité, en tant que passivité plus passive que toute passivité. Dans le deuxième chapitre d'Autrement qu'être, Lévinas se concentre sur le thème du passage de la subjectivité en tant qu'activité constituant l'essence d'être, exprimée avec le concept d'intentionnalité, à la subjectivité en tant que passivité, exposition éthique à l'autre, exprimée par la notion de sensibilité.
En soulignant cette passivité dans la mesure maximale, Lévinas estime que ce terme puisse dépasser sa signification ontologique à tel point qu'il peut indiquer cette passivité plus passive que toute passivité, se produisant dans l'exposition éthique à l'autre, c'est-à-dire dans la responsabilité pour autrui qui signifie au-delà de l'essence. Je cite, « Soutenir que la relation avec le prochain est une responsabilité qui, de mémoire d'homme, n'a jamais été contractée et qui se trouve à la merci de la liberté et du destin, pour moi incontrôlable, de l'être homme, c'est entrevoir une passivité extrême, une passivité sans abstention dans la relation avec autrui. C'est-à-dire, dans la suprême passivité de l'exposition à l'autre, qui est exactement la responsabilité pour les initiatives libres de l'autre, la responsabilité du sujet apparaît comme l'accomplie inversion de l'intentionnalité, constituant et de la conscience active jusqu'à remonter à son origine ultime, qui est finalement externe à elle. De cela, Lévinas continue, l'abandon de la subjectivité souveraine et active de la conscience de soi. Le miracle du psychisme ou la merveille de l'extériorité qui, dans la nudité du visage, appelle à la responsabilité, dans notre main-être est exactement le traumatisme reçu d'une extériorité absolue, pas du tout reconductible à aucun principe immanent à la conscience, et donc anarchique, s'anarché, plus ancien de tout a priori de la conscience. Les termes sur lesquels Lévinas insiste aussi dans le reste du texte, responsabilité non pas contractée, assumption, assignée, assignation, mise en cause, débit, évoquent en effet l'étymologie d'origine et la valeur sémantique de la notion de responsabilité. Les termes en faisant son entrée dans le lexique philosophique seulement pendant le XVIIIe siècle pour indiquer la responsabilité propre du gouvernement, des ministres, des fonctionnaires de l'appareil d'État, a une première codification de sa signification dans les linéaments de la philosophie du droit d'Hegel, où on parle de responsabilité en référence au problème du mal qui a été fait, au thème de la peine et en particulier à la question de l'éventuelle réparation du dommage survenu. C'est-à-dire, déjà dans les passages hegeliens, émerge l'idée de responsabilité comme une ouverture continue à l'avenir. En rappelant l'étymologie du mot, responsabilité vient du latin spondeo, qui signifie essentiellement « je promets, je vous donne la parole, je vous garantis », selon un sens qui apparaissait dans les cérémonies de mariage. Spondeo indiquait l'engagement que le père assumait avec le sponsus en lui donnant sa fille en mariage. Respondeo prend ses significations de spondeo en étendant la sphère des engagements et des garanties. Les mariés, à son tour, donnent des assurances devant aux incertitudes possibles de l'avenir, garantie de répondre à l'engagement du père en se faisant responsable de son agir par une promesse solennelle, le sponsum, quant à la vie conjugale future. L'autre sens de spondeo, vaticinaire, pressentir la volonté de Dieu en offrant des libations, est également projeté vers la dimension de l'avenir. Tout cela confirme les liens entre responsabilité et réponse, évident au niveau de la terminologie dans notre langue, en français comme en italien, mais aussi, par exemple, en allemand. Et c'est nécessaire aussi seulement rappeler ce que signifie dans la tradition juive l'essence de la responsabilité éthique en tant que réponse du peuple à l'appel reçu par le Dieu de l'Ébérite, de sorte que la révélation du Sinaï, transcendance qui se fait immanente, devient loi et commandement, appelle à assumer la même modalité d'exister. Dans les textes lévinassiens et plus encore dans notre main 4, la question se pose cependant encore plus au-delà de ce mouvement de réponse, plus au-delà de la réceptivité, dans lequel, dit Lévinas, pour les philosophes réside le suprême modèle de la passivité du sujet. Au-delà de toute réceptivité, car au-delà de toute possibilité d'assumption.
C'est exactement ici, Lévinas continue, qu'il faut montrer la déposition ou la désituation du sujet qui reste toutefois irremplaçable unicité, la subjectivité du sujet. Ce qui saute ici, c'est la possibilité de toute assumption et de toute initiative du sujet responsable. La passivité, c'est-à-dire, n'est pas une alternative à l'activité. Elle n'est pas choisie, mais s'impose comme relation avec l'appel éthique qui vient de l'autre et une susceptibilité pré-originaire, plus ancienne que l'origine, provoquée dans les sujets sans que la provocation se soit jamais faite présente ou le gosse s'offrant à l'assumption ou au refus. La subjectivité du sujet, qui dans le deuxième chapitre est examinée comme en vulnérabilité, exposition, sensibilité, et la passivité pure qui précède la liberté et qui est avant le choix. Pour tout cela, Lévinas insiste, elle est sacrifiée plutôt que se sacrifiant, vouée et non pas se vouant, être en réponse à avant toute interrogation, convocation et obéissance avant toute décision volontaire qui aurait pu l'assumer, jusqu'à en deçà de la conscience et du savoir, indisponible à la possibilité de la liberté, en deçà de la liberté elle-même. C'est ça l'essence de la déposition de l'ego, qui des consciences indéclinées, comme le sujet au nominatif de l'apophansis, se trouve d'emblée à l'accusatif, dans ces accusatifs absolus, insiste Lévinas plus tard à propos de la persécution, accusatif absolu sous lesquels est pris le moi de la conscience libre, accusation sans fondement, certes, antérieure à tout mouvement de la volonté. Et plus encore, dans la responsabilité pour autrui, la subjectivité n'est que cette passivité illimitée d'un accusatif qui n'est pas la suite d'une déclination qu'il aurait subie à partir d'un nominatif. C'est-à-dire, la question est qu'il n'y a pas le temps. Devant un ego comme par exemple celui-là fictien, obligé à être sa propre source, à se donner et déduire le non-moi en mouvant de sa liberté élue finalement un principe ultime, coïncidant avec l'acte même du commencement, la non-liberté absolue, répétait Lévinas dans l'humanisme de l'autre homme, n'aurait absolument pas pu se montrer. Mais le moi peut être mis en question d'une façon exceptionnelle, non pas comme par un obstacle qu'il peut toujours mesurer, ni comme par la mort qu'il peut aussi se donner. La subjectivité délignée par ces pages donc n'est pas la subjectivité qui se laisse décrire par l'intentionnalité, par l'objectivation, par la volonté. Elle n'est pas conscience, origine d'elle-même et de son temps. Elle est vulnérabilité et exposition à l'autre. C'est comme si dans la détente de la temporalité qui lui permet d'être ce qu'il est, temporalisation toujours récupérable, sans temps perdu, se signalait un laps de temps sans retour, une diachronie réfractaire à toute synchronisation, une diachronie transcendante pour laquelle il est à la merci de l'autre. Il s'agit de la passivité pure du sujet choisi par le bien dans le temps immémorial jamais représentable dans le présent de la conscience. Ce laps de temps non pas récupérable précède le temps de la conscience qui est toujours temps présent. Il reste étranger à tout présent et à toute représentation, et il signifie par conséquent un passé plus ancien de toute origine représentable, passé pré-originel et anarchique, dans lequel se place la responsabilité, sans espace ni temps, pour une nouvelle entrée en jeu de la conscience représentative. Les sujets donc ne coïncident pas avec l'intentionnalité, l'activité représentative, la liberté, la volonté, mais avec la passivité du temps. Il est malgré soi. Dans des pages suggestives qu'on ne peut pas résumer ici, Lévinas les décrit comme patience inscrite dans la corporité, dans la sensibilité, et montre comment déjà dans la corporité et dans la sensibilité, le sujet est également vulnérabilité qui même par les contacts exprime l'exposition, l'être à la merci de l'autre. Dépouillé de tout conatus essendi, il est en tant que tel vulnérable jusqu'à l'inverse de sa propre preuve,
jusqu'à la folie de donner sans récompense, d'être non plus pour soi-même, mais seulement pour l'autre. C'est ainsi que le noyau même de l'individu, en vertu d'un traumatisme qui le bouleverse, des mois se renverse soi, toujours déjà à l'accusatif dans l'extrême passivité de l'exposition à l'autre. Les moi déplacés et situés dans sa propre souveraineté des sujets intentionnels constituants, et donc non plus capable de revenir à la vision synchronique de son présent, chaque passé et chaque futur d'autrui. La série des termes utilisés qui se réfèrent et faisant écho l'un à l'autre, s'expèrent et se multipliant, convergent dans la description de la subjectivité éthique du sujet, dont l'hyperbolique passivité coïncide avec la temporalité même. La subjectivité du sujet, c'est la vulnérabilité, exposition à l'affection, sensibilité, passivité plus passive que toute passivité, temps irrécupérable, diachronie inassemblable de la patience. Ainsi seulement le pour l'autre se garde du pour soi. Le retournement du moi en soi, la déposition ou la destitution du moi, c'est la modalité même du désintéressement en guise de vie corporelle vouée à l'expression et aux données, mais vouée et non pas se vouant, en soi malgré soi. Expression clé, le malgré soi auquel Lévinas consacre la totalité du paragraphe 4c, indique avec une clarté définitive à quel point il soit impossible de confondre la position lévinassienne sur la responsabilité avec une simple invitation moraliste à l'altruisme. Avec cette expression, en effet, Lévinas indique précisément le renversement du moi en soi, passivement exposé à l'autre dans la passivité corporité de la patience, identifier le sujet avant tout son engagement volontaire, tout son choix libre, c'est-à-dire malgré soi. La responsabilité pour autrui qui définit le sujet éthique en tant que tel, Lévinas continue plus tard, lui vient malgré soi du dehors, comme une élection ou comme l'inspiration en guise de l'unicité d'assigner. Si le sujet serait lui-même à décider librement de son statut de responsable, de l'assumption ou pas de la responsabilité qu'il identifie, il serait toujours le sujet qui s'autoconstitue dans la synthèse active de sa propre conscience, relevant au présent à la fois le passé qui rappelle et l'avenir qui prévoit. Pour cela, Lévinas non seulement insiste à considérer la passivité-responsabilité qui définit le sujet comme malgré soi, mais il en parle comme un laps de temps irrécupérable, dans la synthèse de rétention et de protection, et donc à l'origine de la diachronie elle-même du temps qui concerne le sujet. Pour cette analyse de la spéciale temporalisation du temps qui se dégage à partir de l'être pour l'autre de la responsabilité, il renvoie une note à ses conférences dans Le temps et l'autre, où la diachronie du temps irréductible à simple durée, continuée de la conscience, résumant tout en lui-même, surgissait dans la rupture faite par l'érosion de l'avenir pour la rencontre avec l'autre. Maintenant, en revanche, plus que sur l'érosion de l'autre, on insiste sur le passé irrécupérable de la responsabilité, qui identifie le sujet avant tout son libre choix et donc qui n'est pas reportable à la synthèse active de la conscience temporale. Mais comme se vérifie le passage de l'être à la merci de l'autre à la responsabilité vraie et propre, il y a une certaine forme d'assomption d'un retour en quelque sorte de la liberté, même si entendu comme capacité de prendre en charge l'autre et d'être responsable de lui. Lévinas est plus que clair. Il ne s'agit pas de tout d'un acte, mais de pure passivité. C'est ça non seulement parce qu'elle n'a pas choisi d'être ce qu'elle est, parce qu'elle est empêtrée dans une entremêlée de possibilités déjà réalisées avant toute assomption, mais parce qu'elle est conscience qui en soi est annulation de la présence, impossibilité à se recueillir sous la masque protecteur du personnage, se contemplant dans le miroir du monde, et reconnaissable plutôt comme mauvaise conscience ou timidité, sans culpabilité accusée et responsable de sa présence même. Mauvaise conscience parce que Lévinas insiste,
C'est dans la passivité du non intentionnel qui est en cause sa position dans l'être. C'est juste là qu'elle a à répondre de son droit d'être. C'est du visage de l'autre que lui vient l'injonction à la mise en question de soi et à la responsabilité, car la mise en question de soi est déjà accueil de l'autre. Toutefois arrive Lévinas, l'accueil n'est pas à la discrétion de la volonté, ni dépend d'un de ses actes. Si l'injonction à répondre est déjà contenue dans la mise en cause de moi, les sujets ne prennent seulement conscience de la nécessité de répondre, comme s'il s'agissait d'une obligation ou d'un devoir dont il peut décider. Il est dans sa même position, d'un côté à l'autre, responsabilité. Il est constitué comme responsabilité et pour cela impossible à s'y soustraire. C'est là car le fait d'être assigné à la responsabilité ne tient pas de lui, mais de l'autre. N'est pas le moi qui s'ouvre à la relation et la détermine à partir de ses prérogatives de temps qui pense, veut et agit, mais c'est la relation dans laquelle l'exposition à l'autre, la passivité originaire, se transfigure en responsabilité qui institue les sujets. Et tout ça sans supprimer la passivité, mais en l'approfondissant sous un poids formidable, sous le poids de l'univers, mais sans avoir le statut d'un principe. Le soi-même, Lévinas écrit ensuite, n'est pas issu de sa propre initiative. Lévinas utilise souvent pour lui, dans tous les textes, les termes même des créatures, juste pour en exprimer la passivité absolue. Le terme, qui dans totalité infinie est utilisé pour indiquer la séparation du moi, maintenant est utilisé pour exprimer la passivité absolue du sujet, qui ne peut remonter lui-même par un acte de conscience à son origine. Il est en effet comme créature issue à partir du néant, en ayant reçu l'être avant qu'il puisse en quelque façon l'accueillir. Alors, il ne saura jamais en aucune façon englober en lui-même son propre commencement. Si on abstrait les termes du contexte théologique auquel il est généralement lié, on peut observer que le mouvement mis en place est toujours le même. On préserve la diachronie absolue de la création, réfractaire à être convertible dans le présent et dans la représentation. Dans la création, l'appelé à être répond à un appel qui n'a pu l'atteindre, puisque issu du néant, il a obéi avant d'entendre l'ordre. Ainsi, dans la création ex nihilo, une passivité sans retournement et une absorption est pensée, et ainsi le soi comme créature est pensé dans une passivité plus passive que la passivité de la matière, c'est-à-dire en deçà de la virtuelle coïncidence d'un terme avec lui-même. Ce qui nous intéresse dans ces passages est le mouvement qu'il est désigné, identique à celui précédemment analysé. La passivité du sujet est toute jouée ici, en termes et figures différents, mais toujours orientée à évincer les gestes fiers de l'assomption et du commencement propre de la conscience. Passivité est l'effet de ne commencer de soi-même, l'effet de ne pouvoir pas trouver ni chercher son propre origine en soi, mais plutôt l'événement de se trouver dans un temps déjà passé et récupérable, déjà exposé, déjà assigné à être responsable, déjà irrémédiablement inféré et compromis dans cette intrigue anarchique, sans possibilité de fuite. Il continue dans le texte. La passivité de l'une, sa responsabilité au sein de l'autre, ne commencent pas dans la conscience, c'est-à-dire ne commencent pas. En deçà de conscience, elle consiste en cette pré-originelle emprise du bien sur lui, toujours plus ancienne qu'aucun présent, qu'aucun commencement, diachronie qui empêche que l'une se rejoigne et s'identifie comme une substance contemporaine d'elle-même, unicité sans identité. En bref, au commencement était l'autre, on pourrait dire, avec tout la paix de tous les nostalgiques du mythe d'une origine pure. Et cette altérité radicale, qui est finalement le véritable commencement de la responsabilité et de la vie éthique, et donc du sujet aussi,
Si jusqu'à totalité infinie est identifiée avec le visage de l'autre et sa nudité qui appelle, Dan autrement qu'être prend définitivement le nom de bien, le troisième et décisif élément à partir duquel provient la situation de la passivité du sujet responsable. Dans plusieurs et bien connus passages, Lévinas presse sur l'irrévocabilité de l'appel que le sujet reçoit du bien. On connaît tous les lignes dans lesquelles Lévinas explique que le bien ne souffre pas la liberté, m'a choisi avant que je ne l'ai choisi, il m'aime avant que je ne l'aie aimé, me lit avant que je ne l'accueille, avant que je n'ai le temps de le choisir, le bien avant l'être. Par conséquent, la question qu'on voudrait poser à ce moment pour le bout de notre discours est la suivante. Si la passivité est le fait de se trouver comme des coups, déjà choisis par le bien une fois pour toutes, avant tout acte libre et volontaire, si pour le sujet, il y a l'impossibilité de rejeter le passé d'où vient l'injonction, l'impossibilité de récupérer cette passivité en se revenant avec sa conscience au moment immémorial où le bien m'a choisi. Quelle est alors la nature intime du sujet? Peut-être que cette passivité est synonyme de déterminisme ou négation de la dignité de la liberté elle-même. Le fait de ne pouvoir pas échapper à la responsabilité, le fait que nul n'est bon volontairement, ne fera pas correspondre le mode passif de la responsabilité avec une forme de servitude. Avant même de poser et de discuter de cette question dans les derniers paragraphes du 4e chapitre d'Autrement qu'être, Lévinas écrit dans l'Humanisme de l'autre homme. Faire renaître de l'inanité de l'homme, principe de l'inanité du principe, de la mise en question de la liberté entendue comme origine et présent, chercher la subjectivité dans la passivité radicale, ne c'est pas se livrer à la fatalité ou à la détermination qui sont l'abolition même du sujet. Certes, si l'alternative libre-non libre est ultime et si la subjectivité consiste à s'arrêter à l'ultime ou à l'original. Mais c'est précisément ce sur quoi porte l'interrogation. Maintenant, le problème est que ce qui est en jeu est une conception de passivité beaucoup plus radicale que celle-là de l'effet dans la causalité. La passivité absolue de la responsabilité pour l'autre consiste à son antériorité à la liberté et à la non-liberté. En tenant compte que l'autre estime pour la dignité de la liberté humaine, qui emprunte toute la philosophie moderne, l'opposition naturelle que Lévinas lui-même discute dans Autrement qu'être, c'est que la liberté se révèle non pas seulement investie, mais finie. En s'engageant à répondre à cette objection, Lévinas reprend à partir d'un nouveau point de vue les problèmes de la liberté déjà abordés dans Totalité infinie, en soutenant la thèse que l'antériorité de la responsabilité sur la liberté rend la liberté même finie, mais elle ne supprime pas sa dignité, par contre nous permet d'en saisir le sens authentique dans la gratuité et la transformant en passion infinie de la responsabilité. La discussion commence par remettre en question la conception, bien représentée selon lui par Fichte, qui voit la liberté comme nécessairement infinie ou nulle. En conséquence, la liberté humaine ne devrait être qu'infinie, à l'origine de lui-même et du monde comme l'un de ses projets, en éliminant toute limite possible. Avec un peu d'ironie, non sans référence à Heidegger, Lévinas affirme « On raisonne au nom de la liberté du moi, comme si j'avais assisté à la création du monde et comme si je ne pouvais avoir en charge qu'un monde sorti de mon libre arbitre. Présomption des philosophes, présomption d'idéalistes ou dérobade des responsables. » Plus qu'approfondir la critique à l'objection, Lévinas s'engage toutefois à expliquer le sens de sa thèse sur l'antériorité de la responsabilité sur la liberté. En effet, il n'a pas du tout l'intention de mortifier la finitude du sujet, ni encore moins de le réduire à pur résultat du monde, mais confirmer qu'avant la liberté ou la non-liberté, entendue comme choix devant le bien et le mal,
le sujet est déjà compromis avec le bien, placé par celui-là dans la situation de responsabilité qui le constitue. Avant la bipolarité du bien et du mal présentée au choix, le sujet se trouve commis avec le bien dans la passivité même du supporté. La distinction du libre et du non-libre ne serait pas l'ultime distinction, ni l'ultime repère du sens et du non-sens. Cette antériorité de la responsabilité par rapport à la liberté signifierait la bonté du bien, la nécessité pour le bien de me lire les premiers avant que je sois à même de les lire, c'est-à-dire d'accueillir son choix. C'est ma subception préoriginaire, passivité antérieure à toute réceptivité. Pour éviter tout équivoque, cependant, Lévinas a insisté pour qu'on ne pense pas au bien comme une cause extérieure dont l'effet serait la situation de la responsabilité du sujet. Cela serait revenir à l'ontologie. Le bien lui-même, par contre, est cette situation d'absolue passivité dans la responsabilité. La passivité irrécupérable dans le temps présent n'est pas du tout simplement effet d'un bien, lequel sera reconstitué à titre de cause de cet effet. Bien sûr, l'antériorité de l'élection par le bien envers la liberté fait de cette dernière une liberté finie. Mais dit Lévinas, venant au cours de son argumentation, il est aussi la seule façon qui permet de donner un sens à la notion de liberté finie, sans porter atteinte à la dignité de la liberté ainsi pensée dans la finitude. Essayer de penser en termes différents la finitude de la liberté, cela signifie ou l'amener à la limite par un non-moi, on pourrait bien penser à l'idéalisme de Fichte encore, ou la penser en tant que nécessité à vouloir dans une situation donnée limitant l'arbitraire de la volonté, comme selon l'existentialisme. Dans les deux cas, cependant, dans la liberté finie, on suppose un élément de liberté pure, non affecté par la limitation. En effet, écrit plus tard Lévinas, pour Fichte, toute souffrance due à l'opposé du non-moi sur le moi est au préalable la position de cessation du non-moi par le moi. De cette façon, Lévinas ajoute, la notion de liberté finie pose plutôt qu'elle ne résout le problème d'une limitation de la liberté de vouloir. La liberté finie, au contraire, acquiert un sens nouveau et préserve sa dignité seulement si on la pense comme la liberté ayant son commencement non pas en soi, mais en tant qu'anarchiquement investi et déchaussé dans ses droits naïfs et placé tout de suite dans le sillon d'une responsabilité infinie, où l'autre n'est pas autre parce qu'il heurte et limite ma liberté, mais parce que dans son extériorité radicale m'accuse sans limite jusqu'à la responsabilité de tout et de tous, dans l'impossibilité d'y échapper sans garder trace de ses propres désertions. De plus, pour éviter des malentendus, Lévinas aussi ne manque pas de souligner que les choix par lesquels est bien choisi le sujet, en les constituant dans une absolue passivité avant toute sa propre initiative, n'implique pas l'exercice d'aucune violence. La violence, en effet, implique qu'on compresse une liberté illimitée déjà établie, pensée comme originairement neutre devant le bien ou le mal, et donc capable de choisir entre les deux. Ici, par contre, souligne encore Lévinas, même s'il est vrai que nul n'est bon volontairement, étant donné que le bien l'a déjà toujours choisi et appelé à la responsabilité, tout d'abord avant saut libre, il est aussi vrai que personne n'est du bien l'esclave. La passivité de subir le bien dans la responsabilité qui dépasse la liberté est toujours liée à quelque chose d'extérieur. Elle ne peut jamais se convertir dans une certaine tendance naturelle, ni dans un instinct divin de la bonté. Donc, il est impossible de comprendre la passivité récusable de la responsabilité simplement comme une nature intrinsique, en quelque sorte prescrite au sujet, excluant la possibilité de son contraire.
Insister sur la passivité qui subsiste en deçà de l'alternative passivité-activité ne veut pas dire, encore une fois, vider les champs de toute autre modalité décisionnelle du sujet, ne signifie pas exclure la possibilité réelle de la même irresponsabilité. On peut demander alors qu'est-ce que c'est le mal? Est-ce que c'est un principe ontologique? C'est le principe contraire ou bien? Lévinas écrit ailleurs, le mal n'est pas un principe mystique qu'on peut effacer par un rite. Il est une offense que l'homme fait à l'homme. C'est pour ça qu'il insiste, il ne s'agit pas d'un instinct naturel à la bonté ou d'une bonté naturelle. Il s'agit d'un ordre, d'une soumission au bien, mais en quelque mesure, il lui fait un effort, ainsi qu'il lui faut la tentation de la facilité de les rompre, l'attrait érotique de l'irresponsabilité, qui à travers une responsabilité limitée par la liberté de celui qui n'est pas le gardien de son frère, introduit le mal au sein de la même soumission au bien, le mal séduisant et facile, qui n'est ni à côté ni en face du bien, mais à la deuxième place, au-dessous, plus bas que le bien, au dehors d'une présumée bipolarité axiologique. Donc, on n'est pas esclave parce qu'on peut toujours céder à la séduction de l'irresponsabilité qui se présente exactement comme la probabilité de l'égoïsme dans le sujet responsable de sa responsabilité, comme tentation de se séparer du bien. Tentative toutefois vaine parce que prétexte évidemment illusoire de pouvoir échapper à lui-même et donc à ses propres responsabilités qui le constituent en tant que telles. Cependant, Lévinas est clair. Il est évident qu'il y a dans l'homme la possibilité de ne pas s'éveiller à l'autre. Il y a la possibilité du mal. Le mal, c'est l'ordre de l'être tout court, et au contraire, aller vers l'autre, c'est la percée de l'humain dans l'être, un autrement qu'être. Finalement, reste peut-être la question scabreuse de la responsabilité et de l'altérité d'où elle vient, avec ses apories, avec ses thaumasein qu'elle inspire, avec la perturbation qu'elle apporte. La responsabilité vient du dehors, c'est une passivité absolue, mais c'est en même temps le renouvellement de la liberté et non pas sa négation. Une altérité radicale, absolue, est à l'origine, et non pas comme les non-moi de Fichte, ni comme un alter ego qui cherche encore et toujours les commencements et les trouve dans l'ego. Peut-être alors qu'on peut réellement dire qu'au commencement était l'autre. Et dans ce contexte, dans la passivité absolue de la responsabilité, la liberté révèle son vrai visage, non pas le visage blessé d'une liberté finie, mais l'insatiable rigueur morale d'une liberté qui peut-être se révélerait plutôt être difficile. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très riche. On a encore un peu de temps pour les questions, je pense. Oui, et la pause est prévue à 40, on a peut-être une grosse 5 minutes pour les questions. C'est juste une question. Comment est-ce que tu as fait pour écrire un si bel exposé? Merci. Non, je demande des explications. J'ai travaillé beaucoup parce que j'essayais de me trouver avec des experts lévinassiens. Donc. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. Je reviens seulement sur sa fin, sur la fin de l'exposé. Est-ce que vous pensez que le mal est exclusivement l'être et plus bas que le bien, et qu'il est seulement la tentation de l'irresponsabilité?
Merci pour cette question parce que c'est aussi la question centrale de mes recherches. Parce que c'est quelque chose d'étonnant que je trouve en lisant Lévinas, c'est-à-dire le fait qu'en effet il parle plus de la responsabilité, du bien et de tout ça que du mal. Alors, la première question que je me posée quand je lis pour la première fois Lévinas, c'est bizarre ça, parce que je crois que personne, plus que Lévinas, a vu le mal comme l'incarnation dans l'histoire. Alors, c'est bizarre qu'il parle plus du bien que du mal. Et j'ai oublié bien la question, qu'est-ce que je pense? Est-ce que le mal est seulement de l'ordre? Ah oui, donc oui, c'est bizarre ça, que Lévinas insiste sur le fait que le mal n'est pas un principe ontologique à côté du bien, mais en quelque façon que c'est un moine du bien. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonne parce que je crois qu'il a vu le mal pas comme ça, mais comme le vrai contraire du bien, l'incarnation de l'histoire du mal. Et donc, je vais continuer dans cette direction de mes recherches parce que ça m'inquiète beaucoup. Oui, j'aime beaucoup l'expression, la formule, le commencement était l'autre. J'aimerais juste avoir une petite précision, étant donné que Lévinas établit une distinction finalement assez claire entre l'autre homme et l'autre, c'est-à-dire l'infini ou Dieu. À ce moment-là, au commencement était l'autre, ce que tu veux dire par là, c'est bien l'autre homme, ce n'est pas Dieu. Étant donné qu'on ne peut être responsable que de l'homme et non pas de Dieu. Dans ce sens-là. Voilà. Oui, je crois, je comprends. Oui, c'est une phrase forte peut-être que j'ai utilisée, mais c'est ça que j'ai compris de Lévinas et ce je suis d'accord sur le fait qu'il lui parle de Dieu, puis parle de l'autre homme, n'est pas précise la distinction. Et donc, je crois que c'est ici l'importance de son message pour nous. C'est-à-dire, en effet, il nous laisse un message de la transcendance qui pas seulement doit se diriger envers l'eau, mais qui déjà c'est très difficile à comprendre entre nous hommes, donc dans une dimension horizontale. C'est ça la question. Je crois qu'il y a encore une question. Tout au fond. Non? Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, tu vois. Voilà, merci pour cet exposé. Et justement, c'est la conclusion qui attire plus l'attention parce que j'ai essayé de lire un peu Martin Buber et justement, j'ai pu faire un petit travail par le détour de Lévinas. Je vais tout simplement dire que c'est un peu grâce à Lévinas que j'ai pu lire un peu Martin Buber. Et justement, par rapport à son ouvrage Le jeu est tu, et toute sa philosophie, toute vie est relation. Et là, vous arrêtez avec Lévinas sur le fait justement que toute vie est à peu près, il reprend. Alors je veux savoir un peu le rapport, le lien entre ces deux philosophes. Joël. Il reste 2 minutes. Bien sûr, je ne suis l'auteur de résumé de paroles à cette philosophe. Ils sont tous les deux des philosophes de l'altérité, mais je crois que
bien sûr, ils sont très différents parce que l'approche, la façon de s'approcher à l'altérité chez Buber, c'est différente. Il y a une sorte de tutoyer, on peut dire. Mais je voudrais mettre en lumière plutôt la même maîtrise d'où ils viennent, c'est-à-dire la maîtrise hébraïque juive, dans laquelle cet appel à l'altérité, c'est quelque chose de très fort. Et c'est aussi fort que l'appel à la transcendance divine, parce qu'on sait tout le cœur de la tradition juive, c'est périlleux de parler avec vous, c'est cette orthopraxis, et donc cette attention à l'autre comme quelque chose qui est très important, et j'ose dire autant que le respect par Dieu, pour Dieu. Merci encore.